Nobel ou poubelle? Le podcast écolo-littéraire qui t'aide à désherber ta bibliothèque. Salut Laurelou! Salut Jeanne! Deuxième essai! Oui, après un faux départ. Aujourd'hui, pour cette deuxième saison de Nobel ou poubelle, nous parlons de Clara et le soleil de Kazuo Ishiguro, notre idole. Un podcast Nobel ou Nobel, comme tu l'avais dit, avec donc Kazuo Ishiguro qui a eu le Nobel en 2017, comme je l'ai toujours su. Au moins maintenant on a l'air préparé. C'est ça. Il est très versatile. Tout à fait. Il adapte son style à ses thèmes. Et au genre qu'il parcourt. Voilà. Et il écrit aussi beaucoup, pour moi en tout cas, dans l'implicite. Je sais pas si tu le ressens comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a autant à lire qu'à deviner. Oui, là je reviendrai là-dessus parce que pour moi, un des grands intérêts de Clara et le soleil, c'est d'être une pierre dans la construction d'un parcours littéraire et voilà, c'est vraiment tout à fait typique de son œuvre, à mon avis. Je viens d'avoir une idée formidable. Non, mais parce que tu disais qu'à la rentrée, comme c'est la rentrée littéraire, c'est un des titres de la rentrée littéraire 2021, qu'il avait été comparé à Auprès de moi toujours, en étant la suite, ce avec quoi nous ne sommes pas vraiment d'accord. Mais pour moi, ça s'inscrit plutôt dans le majordome. Tout à fait. Les vestiges du jour, on est dans le même principe de un personnage à qui est-ce qu'on peut faire confiance, pas confiance. C'est pas vraiment la question, mais plus l'idée que il y a une telle retenue, une telle pas un auto-lavage de cerveau, mais un peu comme ça, qui fait qu'il y a ce qui est dit, ce qui est avoué et tout ce qu'il faut lire aussi en plus. Tout à fait. Et pour moi, ça, c'est vraiment un des thèmes fondamentaux du roman et de l'œuvre de Ishiguro en général. Ouais. Mais commençons peut-être par résumer l'intrigue. Sans nous perdre. Voilà, au moins ça va être plus clair. Donc nous avons Clara avec un K qui est une AA en français, une AF en anglais, Artificial Friend, ami imaginaire. Artificiel, pardon, qui est un robot, on ne sait pas trop, qui a probablement quand même une peau, puisqu'à un moment on a un peu on est admis dans les coulisses de fabrication, donc on a une petite idée, mais qui en tout cas aussi contient des matériaux qui sont vraiment utilisés dans des machines industrielles. Donc voilà, on a cette amie artificielle qui, au début, se réveille plus ou moins dans un magasin et qui va donc être achetée, suivre une enfant dans sa famille. Et donc, l'épauler au jour le jour va être à la fois son amie. Mais ça, je pense qu'on peut y revenir parce que j'ai l'impression qu'au final, ils ne sont pas vraiment des amis, ils sont plus des animaux domestiques. Oui. Et puis aussi l'aider s'émanciper un petit peu dans une certaine mesure. Et on a aussi donc le portrait d'un futur possible. Un peu différent, pas trop. Surtout différent dans les relations sociales et la manière dont on élève les enfants et les adolescents. Est-ce qu'il a écrit ça pendant le confinement? Peut-être. Parce qu'il y a beaucoup de choses d'école à distance. En fait, ils ne vont pas à l'école concrètement. Oui. Elle est l'amie artificielle d'une petite fille qui fait des cours à distance. Et elle n'a aucune fonction dans son éducation, dans l'acquisition de ses savoirs, par exemple. Ça, c'est clairement Clara, pas... non. Voilà. Peut-être socialement Peut-être socialement, oui, voilà. Et donc, ces ados ont de temps en temps des espèces de speed dating. Enfin, non, pas vraiment, mais des booms. En fait, les parents organisent des sortes de rendez-vous sociaux pour qu'ils s'acclimatent au groupe. Parce que visiblement, pour eux, la première confrontation à la socialisation, c'est l'université. Exact. Et pour pas qu'ils soient trop perdus, ils organisent des booms. Et Josie, donc la petite fille, en l'occurrence, n'aime pas trop ça. Et il y a aussi, quand même, il y a du transhumanisme parce que les enfants sont ou non augmentés. Oui, ou relevés, comme c'est dit dans la traduction. Ça fait partie de mes nombreuses réserves aussi. On pourra parler de ça, mais là, je crois que c'est ça aussi. D'accord. Parce que je crois que c'est lifted en anglais. D'accord. Puisque donc le petit copain de Josie n'est pas relevé. Et donc, ça pose plein de problèmes. D'après certaines sources, le masque et la plume pour ne pas les citer, ce roman aurait été à l'origine conçu pour les enfants. Ça aurait été dans l'esprit de Ishiguro, c'était de la littérature jeunesse.
Ah bah alors là, je suis bien étonnée parce que donc, pour parler Nobel ou Nobel, on peut peut-être déjà donner un peu notre avis. Oui. Donc moi, je suis grande fan de Kazuo Ishiguro, même si en général, quand je le lis l'été, quand il fait hyper beau et que tout le monde est de bonne humeur, parce que c'est vraiment mélancolique, mais à un point où ça te fait descendre au millième sous-sol. Et donc ça ne fait pas exception à la règle. Et c'est pas hyper facile à lire pour moi, c'est quand même, il faut avoir le temps. Moi, j'ai trouvé ce roman magnifique. J'ai adoré. Et du coup, j'étais triste à mourir quand j'ai entendu les critiques du Masque et la Plume le descendre sans exception. Si, avec une exception. Je crois que le seul mec qui a bien aimé, c'était celui du Figaro. Et il a même pas pu en placer une, tant les autres le soupçonnaient de mauvaise foi et n'ont jamais laissé dire pourquoi il avait bien aimé, en lui disant mais non, mais n'importe quoi, toi t'es bourré, t'es drogué, faut être drogué Figaro pour aimer ce livre. Voilà. Donc, à ce point-là voilà. Ah non, parce que pour moi, il y a quand même une qualité. Après, peut-être que la traduction, comme tu disais, est lourde, mais il y a une qualité littéraire indéniable. Mais c'est vrai que c'est pas facile à lire. Dans cette émission, malheureusement, la seule qui trouvait grâce à leurs yeux, c'était la traductrice. Donc autant dire que je ne suis pas d'accord du tout de A à Z. Je m'insurge, je m'inscris en faux. Contre-journaliste. Et alors, pourquoi toi, t'as trouvé ça vachement bien ? Alors, pourquoi ? Mais parce qu'en fait, pour moi, dans ce roman, déjà... Nobel au carré, alors. Oui, alors, je dirais pas, attention, je dirais pas que c'est mon roman préféré de Ishiguro. Mais pour moi, c'est un roman qui trouve toute sa place dans l'œuvre d'Ishiguro et qui vraiment reprend toutes les caractéristiques que j'adore chez lui. C'est-à-dire ? Mais notamment, t'en parlais un petit peu, mais oui, des personnages... qui cherchent leur humanité ou qui ont une faille dans leur humanité. Et effectivement, je trouve que entre le personnage des Vestiges du jour et l'héroïne Clara et le Soleil, il y a des similitudes, il y a de grandes similitudes. Pour moi, comme je sais plus si on le disait maintenant ou dans le faux enregistrement, où justement on a un personnage qui raconte l'histoire de son point de vue, oui. Et nous on doit lire entre les lignes avec ce qui est avoué et ce qui n'est pas avoué. Oui. Dans les Vestiges du jour, c'était l'amour pour la gouvernante, enfin en fait tous les sentiments. Mais oui. Avec l'idée de la retenue, le besoin de tenir son rang, d'être professionnel. C'est ça. Et en même temps, pour moi, ce que j'aime bien, alors ça va peut-être paraître un peu bizarre, c'est qu'il y a un caractère un peu... Enfin, il y a des similitudes avec l'écriture d'une pièce de théâtre, pour moi. C'est-à-dire que... Dans celui-là ? Alors dans tous. C'est-à-dire qu'il y a des personnages dont, en tant que lecteur, on sait par avance ce qu'ils vont éprouver. Enfin, on devine un petit peu ce qui va leur arriver. Il y a une sorte d'ironie tragique, souvent. Avec ce personnage du majordome qui vit quand même aussi dans ce contexte de la Seconde Guerre mondiale, avec son patron qui clairement collabore avec les nazis et tout, et lui il n'y voit rien de tout ça, et nous on le sait, nous on perçoit tout ça, et donc on a un peu une longueur d'avance sur le personnage, et je trouve qu'il y a comme ça un aspect tragique aussi qui est vraiment très fort. Le fait qu'ils sont prisonniers de leur destin, donc le majordome notamment, c'est vraiment il est. Mais oui. Sa fonction avant d'être sa personnalité. Voilà. Et donc, il déroule le fil de sa carrière. Et oui. Et pour moi, il y a toujours ce questionnement sur l'humanité, parce que ce majordome, par exemple, c'est quelqu'un qui n'a plus aucune humanité. Je suis visiblement d'accord avec les critiques qui sont écrites à l'arrière de ce livre. Croyez-vous en le cœur humain? Ah. mais en fait, ce que je trouve hyper intéressant dans Clara et le Soleil, c'est que c'est un peu là-dessus. C'est-à-dire que le robot est plus humain que les humains. Les humains perdent un peu leur humanité. Ah bon? Oui, enfin, elle a une capacité d'empathie, elle a une capacité à découvrir le monde, à apprendre, qui est quand même... Je suis pas trop d'accord. C'est vrai? Pour moi, c'est une intelligence artificielle, donc elle apprend d'elle-même, ça me semble assez raccord. Et l'empathie, elle est programmée pour une chose, c'est servir son humain. Donc elle fait ça. Alors oui, mais elle le fait d'une manière vraiment qui devient humaine, parce qu'elle finit par avoir une religion quand même. On parle d'un robot qui a des sentiments religieux par rapport à ce qu'elle considère un peu comme son créateur, qui serait aussi le créateur des humains finalement. Pour moi, c'est qu'elle n'a pas bien compris. Non, elle n'a pas compris, mais elle interprète à partir aussi... Enfin, c'est ça, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre ou de projeter dans l'autre ce qu'on ressent nous. Enfin... Lou, 3e essai. Oui. On pourrait mettre un petit jingle de gens qui s'arrachent les cheveux entre-temps. Donc j'étais en train de dire que moi j'avais adoré.
je trouve que c'est un roman quand même qui mérite d'être défendu. Et donc voilà, pour moi il y avait cette problématique sur humain, pas humain, qui est plus humain que l'autre finalement, si les non-humains étaient plus humains que les humains. Et ça je trouve ça chouette. Il y a cette espèce d'ironie tragique aussi que je trouve très chouette aussi. Et ce côté aussi théâtral, je vois que tu as des petits points dans ta tête. Tac, tac. Petit tas petit tas. Et ouais, donc ce côté un peu théâtral qui fait que un petit peu comme quand on va voir une pièce de théâtre, en fait, il y a des choses qu'on comprend pas du tout parfois, ou des choses qu'on va comprendre mais bien plus tard, ou des choses qui sur le moment paraissent quand même très longuettes et on se dit oh là là, mais quel est l'intérêt, et donc de ça il y en a dans le roman. Mais en fait, je trouve que c'est aussi ce qui fait son charme, parce que au bout d'un moment, on commence à se faire une espèce de... ça fait beaucoup travailler l'imagination. On se crée un petit peu un monde un peu futuriste, entre guillemets. Et comme il y a beaucoup de choses qui ne sont pas décrites, qu'elle ne va pas décrire une réalité qui lui est complètement familière. Ou expliquer plutôt, notamment la description des paysages qui est très bizarre. Oui, oui, et ça, il faut vraiment du temps pour s'y faire, hein, les boîtes. Et donc, pour moi, il y a aussi de ça dans ce roman, c'est-à-dire que tout se met en place très très lentement, tout petit à petit. C'est aussi pour ça que, à mon avis, c'est absolument pas un roman pour la jeunesse, hein. C'est hyper dur à lire, je pense, pour des gamins. Et en plus, c'est assez long, assez lent, il n'y a pas beaucoup d'action. Mais pour autant, moi, ça m'a fait voyager, quoi. J'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça émouvant, j'avais envie de pleurer à la fin. Alors que bon, on le sent venir, hein, mais il y a toujours ce qui, pour moi, fait le charme de Ishiguro et tous ces ingrédients magiques. Ça, pour moi, c'est un gros point positif, c'est le fait que tu ne connaisses pas les codes de cette société et qu'elle non plus. Voilà. Et qu'elle apprenne... Alors, mais c'est à double tranchant. C'est un peu comme un touriste qui doit comprendre. Là, on a ça, sauf qu'il y a quand même des choses très évidentes pour nous. Ouais. Ah oui, il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire des choses qui nous paraissent très évidentes. Elle nous explique notre propre société. Ça, j'ai trouvé ça intéressant, 2 pages. Et après, je disais, c'est comme ça que ça marche. Oui. Alors, ça, par contre, je vois pas de quoi tu parles. Explication de notre plus, mais parce que je pensais... tu sais, quand elle observe la rue depuis la vitrine, et qu'au début, tu es là, donc ça doit être des éboueurs. Oui. Ça doit être blablabla. Mais elle est en phase d'apprentissage à ce moment-là aussi. D'accord, mais ça au début, j'ai trouvé ça intéressant. J'aime bien rien comprendre et que ça se mette en place au fur et à mesure, mais au bout d'un moment, c'était lourd. Ouais, d'accord. Pour toi, c'était trop long, quoi. On t'expliquait ce que tu savais déjà. Tu sais, un peu comme dans les histoires où on recrée l'origine et tu vois les détails et t'es là, ça c'est ça. Oui, il y a un peu un jeu de piste. Un peu, mais là... Mais j'entends, non, ça m'a pas trop dérangé. Après, il y a aussi des choses qui m'ont un peu interpellée. Enfin, j'ai mis ça sur le compte de la traduction, mais peut-être que maintenant, en fait, je vais me rendre compte que pas du tout. C'est une super bonne traduction et c'est juste un choix d'écriture. Mais par exemple, pendant tout le roman, en français... on parle des oblongs, c'est-à-dire apparemment l'instrument, l'outil, je pense que c'est un téléphone ou une tablette, tu vois. Mais qu'est-ce que c'est bizarre comme... Je crois que c'était oblong. D'accord, donc parce que je sais pas, mais en français dire elle consulta son oblong, j'ai trouvé ça très très étrange. Et j'ai pas bien vu le... Plus, mais c'est un terme qui est aussi inventé pour faire un peu science-fiction. D'accord. Bon, alors ça, pour le coup, c'est raté. Pas de bol, Kazuo, pas de bol. Enfin, je pense que c'est raté parce que on arrive bien à comprendre de quoi il s'agit, hein, une espèce de tablette ou de téléphone, mais bon, pourquoi oblong ? Enfin, déjà, c'est moche. Et puis... pour moi, en fait, ça rejoint ce qu'on avait dit quand on croyait que ça enregistrait, que ça n'enregistrait pas. C'est le côté essai de science-fiction par quelqu'un qui n'écrit pas de la science-fiction, où en fait, tout le côté anticipation, comme tu l'as dit, pour moi, c'est très réussi. Tout ce qui est les questions un peu métaphysiques, mais tout le côté un peu remplissage science-fictionnesque, pour moi là ça prend pas. Tu vois, par exemple, elle parle de... Enfin là, je viens d'ouvrir le livre, c'est pour ça que j'y pense, mais quand elle décrit les paysages, elle parle d'espaces ouverts pour la maison. Et on comprend que... au début, je croyais que c'était les gens qui bougeaient les meubles tout le temps pour... mais en fait, non, c'est elle qui se déplace. Et donc, elle a l'impression que les meubles bougent. Et elle est là. Et tu imagines que dans ses yeux, son champ de vision, il y a... je sais pas, des abscisses désordonnées, donc elle est là, ça, c'est là, donc c'est dans la boîte 1, et du coup, t'es là, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de boîte ? Et donc ça, c'est pareil, j'ai trouvé que c'était une super bonne idée.
Mais dans l'exécution, c'est un peu lourd. Je trouve que ça aurait gagné à être encore plus dé-science-fictionnisé. Quitte à pas faire de la science-fiction, on n'en fait pas du tout. Ouais. Vraiment, on est dans le réalisme avec juste, ok, il y a des androïdes, quoi. Et donc, du coup, dire tablette, ça inclurait ça notamment. Oui, de pas essayer de faire trop futuriste, parce que c'est un peu à côté de la plaque. Le côté, comme tu disais, relevé pour les gens qui ont été... on sait pas trop ce qui leur a été fait. Et ça, c'est tant mieux. On sait pas, on sait pas d'ailleurs trop... En fait, si on voulait être méchant comme Le Masque et la Plume, on dirait que l'intérêt du livre, c'est dans ses non-dits et qu'il aurait mieux fait de rien dire du tout. Mais ça, ce serait vraiment très très méchant. Ce serait encore pire que Jérôme Garcin et Frédéric Becbédé réunis. Donc là, c'est trop méchant. Non, parce que moi, ça reprenait quand même... Je sais pas si tu avais vu cette série 100% humain ou Real Human. C'était une série suédoise. Et où il y avait plein de... Je crois que c'était un épisode, un questionnement, relation humain-robot. Là, il y a un peu de ça. Ouais. Mais j'étais étonnée d'ailleurs qu'il n'y ait pas vraiment de transfert. Il y a quand même un moment, il y a un gros secret, on va peut-être pas le dire, mais de pourquoi elle a été achetée. Est-ce que c'était pour ça ou ça s'est mis en place au bout d'un moment ils ont eu l'idée après, on sait pas trop. Et là, questionnement qui rejoint aussi beaucoup auprès de moi toujours, évidemment. Est-ce qu'on peut faire passer un robot pour un humain? Mais ouais, je pensais qu'il y aurait plus de questionnements justement entre est-ce qu'on peut être amoureux d'un robot? Est-ce qu'on peut croire que son robot c'est son enfant? Parce que là, elle est malade, la petite fille, donc on sent qu'il y a un truc pas clair entre la mère et le robot qui vont se mettre en place. Où est-ce que ça va? Ça, c'était un peu décevant. C'était très prometteur. Ouais, il y avait deux choses de très prometteurs. Il y avait la relation mère-robot et il y avait le truc qui se trame dans les coulisses de pourquoi est-ce qu'elle a des rendez-vous soi-disant pour faire un portrait où ils ont besoin de la voir sous toutes les coutures, etc. Pareil, ça, j'étais là, ça sent le truc ultra malsain, mais en même temps avec plein de questionnements et ça va être génial. Enfin, je suis d'accord, ça va pas... si loin que ça sur le papier, mais je sais pas, moi j'ai l'impression que ça m'a pétré le cerveau, quoi. J'ai fait des rêves et tout en lisant ce livre. Honnêtement, je suis partie très très loin grâce à ce livre. Donc ça m'a emmené dans des des territoires. Mais c'est vrai, non, mais la question qui était hyper intéressante, c'est entre Josie et je sais plus comment il s'appelle, son copain. Où il y a le côté t'es malade mais peut-être que tu vas être sauvé, et lui elle est là, ouais, mais toi en fait tu restes humainement limité par ton humanité, moi je vais aller plus loin dans la vie. Les discriminations tu sens que derrière lui il peut pas aller à la fac, va pas pouvoir trouver un bon travail. Donc je suis d'accord, ça lance plein de pistes. Et je me disais aussi d'ailleurs que si ça tombait dans les mains d'un très bon réalisateur, ça pourrait faire un super film. Enfin, il y a vraiment des moments très cinématographiques, je trouvais. Pour moi, ça a moyen d'être tu vois, que l'adaptation soit meilleure que le livre. Juste parce que j'ai trouvé ça un peu lourd dans l'écriture, dans le style. Mais est-ce que c'est lourd parce que c'est raté ou parce que c'est expérimental? Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a... Enfin voilà, il essaye des trucs qui peut-être sont ratés, mais aussi qui peut-être sont pas ratés du tout, et qui étaient intentionnels. Un petit peu en dehors des sentiers battus. C'est un roman qui tient la route. Clairement, je dirais pas que c'est nul, poubelle, mais je pense que ça aurait pu aller beaucoup plus loin. De la part de cet auteur-là, il y a un tel potentiel, en fait. On a tous ces personnages auxquels on s'attache et on les suit. Tu vois, ça s'arrête. En fait, c'est assez court. Oui, parce qu'effectivement, l'action qui est racontée n'est pas non plus... il ne se passe pas énormément de choses. C'est vrai que si on doit résumer, même en disant tout, ça ne nous prendra pas tant de temps. Non, c'est vrai. Ouais, je donne un exemple de traduction qui m'a énervé aussi quand même. Josie souhaite donc que je sois présente. Bien sûr que oui, mais ça risque de ne pas être très drôle pour toi. Ces réunions puent, c'est ça la vérité. Ah ouais, l'argot, traduire de l'argot, c'est toujours difficile. Et je trouve que tout le langage là des jeunes, mais c'est horrible. Ça ressemble ni à ce que pourraient dire des jeunes, ni à ce que pourraient dire des vieux d'ailleurs. Enfin, personne ne parle comme ça. C'est absolument pas naturel. Ouais. Ça, c'est un problème de traduction parce que je ne l'ai pas du tout ressenti à la lecture. Même les néologismes un peu science-fictionnesques, ça m'a pas... Ouais. Il y en a très peu. Ouais. Mais alors, pour revenir à un truc aussi qui m'a surpris, c'est justement la relation entre la petite fille et le robot. Il n'y en a pas trop. Et non.
Moi, je pensais que ça allait devenir justement sa meilleure amie, ou au contraire, on le pressent au début. On voit des enfants dans la rue avec le robot qui marche 10 mètres derrière, où on sent que c'est un peu le cadeau de Noël dont ils se sont lassés. Ouais. Et là, à chaque fois, elle est forcée, il la range à côté du frigo. elle se tourne parce qu'elle est pudique. Et en fait, elle trouve jamais vraiment sa place. C'est ça. Mais elle a quand même un attachement qui est très fort pour cette petite fille, alors programmé certainement. Et c'est vrai que ça, c'est aussi un truc assez mystérieux. Pourquoi Josie a flashé sur ce robot-là ? Parce qu'elle a l'air French. Enfin, en tout cas, je sais pas si oui, traduit. c'est vrai. Elle a l'air française avec sa frange. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi la frange de cheveux bruns, ça fait français, mais en tout cas, c'est sûr, c'est ce robot-là qu'elle voulait, pas un autre. Et par la suite, en fait, on n'a pas l'impression qu'elle partage énormément de moments. Mais ça fait peut-être partie, effectivement, des choses qui sont pas racontées par le robot et qu'on peut imaginer, des moments de complicité qu'elle ne raconte pas. Je sais pas. Il y a des trous quand même. Il y a des trous dans la narration. Mais... Et en fait, je pense que le personnage de Josie, donc la petite fille qui achète le robot, était un peu pénible. Ouais. Moi, j'avais un peu on la comprend, mais j'avais du mal à m'identifier. Bon, tu peux pas t'identifier au robot parce que c'est trop lacunaire. Mais par contre, le garçon qui vit dans la pauvreté avec une mère un peu bizarre, qui a aucun horizon d'avenir, qui est coincé, etc., et qui est donc intellectuellement inférieur aux autres parce qu'il n'a pas été relevé, entre guillemets. Moi, c'était lui que je voulais apprendre à connaître. Mais il est hyper intéressant, ce garçon. Qui est un peu la hargne, mais en même temps, qui reste super gentil et dévoué à tout le monde. Au point où tu as envie à un moment de lui dire « Bon, là, t'es trop gentil. » Ouais, avec cette scène aussi dans le restaurant, je l'ai trouvée super bien construite quand même. Où on essaye un peu de le pistonner. Hein. Sa maman l'emmène voir un vieux monsieur qui manifestement a été son amant dans le temps, qui pourrait peut-être le pistonner pour entrer quand même à l'université. C'est un fiasco intégral. J'ai bien aimé, là, si je comprends bien, vous voulez que je vous pistonne. Et elle est là... Bah, mettons le pied dans le plat, oui, en fait. Et là, c'est le drame. Et donc, c'est ça, le garçon, t'as envie de lui dire, c'est beau ce que tu fais, t'as des principes, mais en même temps, tu pars avec un tel handicap, prends tout ce que tu peux prendre, quoi. Donc, il a un peu une pulsion autodestructrice. Et ça, c'est beau. En littérature. Et oui. Non, mais il y a plein de belles choses quand même dans le livre. Moi, honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Je le recommande. Et je crois d'ailleurs qu'il a eu quand même un accueil critique assez divers. Hein, et ça n'a pas été que je déteste ou j'adore. Enfin, il y a eu vraiment tout type de critiques et d'avis. Moi, quand même, je le recommanderais. Hein. Ne serait-ce que parce qu'il y a tous les ingrédients quand même que je retrouve... de roman ou en roman chez Ishiguro et que je trouve magnifique, et ses thèmes de prédilection aussi. Oui, c'est peut-être raté par certains aspects. Bah, en fait, à mon avis, ça a du mal à trouver son public parce que c'est publié en litté blanche en étant un peu de la science-fiction cachée. Donc, à mon avis, les SF, ils en entendront peut-être pas. Enfin, si, parce qu'il y a eu l'anomalie, donc maintenant peut-être qu'ils gardent un œil sur la rentrée littéraire, mais la communauté SF le lira pas. Et la communauté non SF, pour moi, c'est... Tu vois, parce que Soumission, il y avait un côté provoque, puis c'est Houellebecq, ça fait vendre de base. Et il y avait un côté, t'as vu ce qui va arriver, gna gna gna. Et tout le monde était là, clap, 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 j'aime la science-fiction. Alors que là, pour moi, c'est trop barré. C'est très expérimental. Voilà, je ça. Et c'est trop... Mais en même temps, je trouve ça beau de la part d'un mec qui a eu le Nobel, que tout le monde attend sur son prochain roman, et qui dit, bah voilà, moi je vais aller faire mon truc, je vais tenter des choses. Bah, en même temps, si lui ne le fait pas, qui peut le faire ? Oui, non, mais... Il y a eu un moment où... une fois que c'était lancé, moi, je pouvais plus m'arrêter de lire. Hein. Mais oui, là, j'ai fait des nuits blanches à lire parce que je voulais savoir absolument ce qui allait arriver, ce qui allait se passer. Et j'en ai rêvé. Trop bien, le pouvoir des rêves assez angoissants d'ailleurs, hein, parce que je trouve que c'est une atmosphère très, très pesante, très glauque.
Bon, merci Casio de nous avoir encore bien plombé le moral. Nobel ou Nobel, on lui laisse le Nobel. Ouais, moi je dis Nobel, pas de problème. Paris tenu, on désherbera les autres Ishiguro. De belles heures de tristesse et de mélancolie en perspective. À la prochaine fois. Merci pour ce podcast un peu en dents de scie. Ciao.